c'est de vêtements que nous allons parler, oui, du corps qui va supporter ces vêtements. Et on a bien dit sans dessus-dessous. Ça sous-entend quand même certaines choses. Avec les JO cette année, le corps de nos athlètes a été largement mis en valeur. Et dans l'Antiquité, les Jeux olympiques, étaient vraiment une manifestation tous les 4 ans qui rendait hommage aux athlètes, mais également aux dieux. Et il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité grecque, à Olympie, on rendait hommage aux dieux à travers la beauté des corps humains. C'est le corps humain qui est supposé être à l'image des corps parfaits des dieux. Évidemment, il y aura quelques siècles plus tard une énorme rupture avec l'arrivée de l'Église chrétienne en général, puisqu'à ce moment-là, le corps des dieux ne sera plus du tout mis en valeur. Au contraire, le corps est honteux puisqu'il est le siège du péché originel. À partir du péché originel, l'homme s'aperçoit qu'il est nu et donc ne va plus vivre nu. On dissimule les corps. Donc on est vraiment dans des cultures totalement différentes. Olympie, hommage au corps, à la beauté des corps, hommage aux dieux qui sont parfaits. Dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, on est dans un tout autre contexte. Le corps des dieux est peut-être parfait, on n'en sait rien parce que de toute façon il est dissimulé, mais ce qui est sûr c'est que le corps des humains, lui, est imparfait. Deux choses totalement différentes. Nous nous occuperons, nous, des corps parfaits et des corps un peu moins parfaits, mais somme toute, nous sommes tous humains et c'est très bien comme ça. Donc, en dehors des Jeux olympiques, qu'en est-il de ces corps? Ces corps, doit-on les dissimuler, justement? Et pourquoi? Ou doit-on au contraire les mettre en valeur? On va essayer de voir un petit peu ça. N'hésitez surtout pas à poser une question si ça se présente. Pas la peine d'attendre la fin pour questionner. Ça peut se faire au fur et à mesure. On va remonter dans le temps. Loin, loin en arrière. Il y avait les hommes dits des cavernes. Est-ce que les hommes des cavernes s'habillaient? Ah ben dans un premier temps, non. Les hommes des cavernes vivaient nus. Et puis, un beau jour, ils se sont habillés. On peut se poser la question, et déjà, comment sait-on qu'ils se sont habillés? Ben, on le sait à travers les fameuses peintures rupestres. On a des dessins dans des grottes qui nous montrent des vêtements. Qu'est-ce que c'était ces vêtements? Des peaux de bêtes, ça paraît tellement simple. L'animal se couvre, se protège avec sa peau, avec sa fourrure. L'homme mange la viande, récupère la fourrure et va utiliser cette fourrure pour se couvrir à son tour. Ah, pour se couvrir, mais pourquoi? Parce qu'il a froid? On peut se poser cette question. Comparativement à l'animal, l'animal est protégé du froid par sa fourrure. L'homme pourrait se protéger du froid, lui aussi, par la fourrure. Eh bien, ce n'est pas ce que disent les premières peintures rupestres. Les premières peintures nous montrent des pagnes. C'est-à-dire que ce qu'on couvre, ce n'est pas du tout les épaules, c'est le bassin. Et ça doit déjà nous interpeller. Pourquoi couvrir le bassin? Ce n'est pas là qu'on a le plus froid, soyons clairs. Nous, quand on a froid, on se met quelque chose sur les épaules. Pourquoi se couvrir le bassin? Le bassin a quand même une particularité, c'est que c'est à ce niveau-là que se trouvent les organes génitaux. Et les organes génitaux ont une grande importance. Surtout les organes génitaux masculins. Du côté féminin, pendant très très longtemps, on n'a pas trop su ce qui se passait. Mais du côté masculin, c'est visible. Du coup, on va protéger ou peut-être dissimuler, cacher les organes génitaux, particulièrement les organes génitaux masculins. Pourquoi? Pour les protéger, peut-être,
Parce que c'est grâce à ces organes-là qu'on donne la vie. Ça, on a très vite fait de le comprendre. On donne la vie, donc peut-être faut-il protéger ce qui est lié à la transmission de la vie. Peut-être aussi pour faire la différence entre ceux qui vont avoir des organes génitaux dissimulés par des peaux de bête et ceux qui seront tout nus, comme la majorité des populations de ces grottes, de ces cavernes. Ah, mais là, il y a peut-être une autre idée qui germe. Si certains se dissimulent les organes génitaux et les autres non, c'est peut-être qu'ils ont un rôle particulier. Parce que somme toute, les hommes, c'est tous les mêmes. Mais si certains dissimulent leur bas-ventre, c'est peut-être parce qu'ils ont une fonction particulière. Alors, je vais employer un terme, on pourrait le discuter, mais autant vaut-il en employer un que tout le monde comprend. Pourquoi pas des chamans? C'est-à-dire des hommes qui se distinguent des autres par un savoir, par des pouvoirs, par des connaissances, etc. Par un rôle social. Ce qui est sûr, c'est que le premier vêtement a été mis autour des reins et non pas sur les épaules. Donc le vêtement, c'est peut-être pas simplement parce qu'on a besoin de se protéger du froid, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Au fil du temps, après les hommes des cavernes, on a des découvertes archéologiques qui sont très intéressantes. Il y a entre à peu près 25 000 ans, on trouve des aiguilles à coudre qui sont identiques à ce qu'on va trouver chez les Inuits et tous les peuples du nord, de l'extrême nord de notre planète. Des aiguilles à coudre. Et s'il y a des aiguilles à coudre, on sait comment c'est coudre. Alors, que cousaient-ils? Des peaux de bêtes. Donc, on sait assembler les peaux de bêtes. Alors, du coup, peut-être qu'on en fait aussi des manteaux. Le temps a passé quand même. Donc, il y a 25 000 ans, on a des peaux de bêtes, c'est sûr. Il y a 10 000 ans, à peu près, je fais ça à la louche, il y a 10 000 ans, on assiste à une sédentarisation de l'humanité. C'est-à-dire que les hommes des cavernes quittent leurs cavernes pour aller s'installer dans des villages. Ce qui est intéressant avec les villages, c'est que du coup, on a le temps de cultiver autour du village, ce qu'on ne pouvait pas trop faire tant qu'on vivait dans les grottes. On fait de la culture avec cette sédentarisation, culture de céréales, mais aussi culture de lin. C'est une plante qui pousse très très facilement. Élevage du mouton aussi, puisqu'on est sur place, on peut surveiller son troupeau. Et le troupeau va brouter autour du village. Donc il y a 10 000 ans, changement de comportement, on a de la culture et on a de l'élevage. Mais avec culture et élevage, du coup, on a des fibres et de la laine qui vont pouvoir servir de fibres textiles. Et à partir de là, on va avoir véritablement des étoffes, du tissu. Les deux premières matières, donc le lin d'origine végétale, la laine d'origine animale. Ce sont les deux premières matières. Bon, on imagine bien qu'il y a eu des essais avant avec autre chose. Avec de la paille, on tresse de la paille. On n'est pas loin de la vannerie pour commencer à faire des surfaces avec des fibres. À partir de là, donc, moins de 10 000 ans, on commence à avoir des fibres textiles. On n'a pas trop de traces de cette époque-là, mais par contre, on sait qu'il y a environ 7 000 ans, on a trouvé des métiers à tisser. S'il y a déjà le métier à tisser, c'est qu'il y avait eu tout un travail préalable, bien sûr. On ne débouche pas sur un métier à tisser du jour au lendemain. Donc, toute une progression entre il y a 10 000 ans et il y a 7 000 ans pour en arriver à des métiers à tisser. Et des métiers à tisser, alors si certains ont déjà fait du tissage, des métiers à tisser qui ont déjà les 4 barres de lisse, ça veut dire des métiers à tisser qui permettent d'obtenir des tissus du même type que les jeans, les vrais jeans que vous portez aujourd'hui. Ce qui est quand même surprenant et spectaculaire. Ok.
À partir de là, on a une pièce d'étoffe. À quoi ressemble une pièce d'étoffe qui sort d'un métier à tisser? La pièce d'étoffe, c'est ceci. Alors, je vais vous demander d'accepter que je me débarrasse de mon voile, qui était un objet de décence pour me présenter à vous, mais pour travailler, c'est vraiment pas pratique. Donc, on va supposer qu'on se connaît depuis longtemps. Vous n'êtes plus des étrangers pour moi. Je me débarrasse de mon voile. Je m'arrête là. Une pièce d'étoffe qui sort d'un métier à tisser, c'est à peu près ceci. On est dans des dimensions humaines. Aujourd'hui, on a des métiers à tisser qui peuvent faire des centaines de mètres d'un seul tenant. Là, on est dans des métiers à tisser subverticaux à dimension humaine. Donc ça, c'est déjà une grande pièce d'étoffe. Elle pourrait être plus large. Mais en hauteur, c'est déjà pas mal. On a des fils verticaux qu'on appelle la chaîne. C'est ce qui résiste chaîne. Et à l'horizontale, on a fait passer des fils dessus, dessous, dessus, dessous, demi-tour, dessous, dessus, dessous, etc. Et ainsi de suite. Un travail très long, très fastidieux, mais il y a le système des barres de lisse qui permet d'aller plus vite. Ce qui est remarquable, c'est qu'en haut, sur le métier à tisser, on peut avoir des franges. On peut ne pas les avoir avec un bon tisserand. Il sait très bien ne pas faire de franges à la partie haute du métier à tisser. Par contre, en bas, il y en aura toujours. On pourra les supprimer en les glissant dans les derniers rangs. Mais en gros, une pièce d'étoffe datant d'il y a, en gros, on va dire 4000 ans, ça ressemble à ça. On a des franges en haut, on a des franges en bas, on a la chaîne, on a la trame. Et surtout, ce qui est très très important, c'est qu'en bordure, on a fait des demi-tours chaque fois pour aller de droite à gauche au moment du tissage. C'est clair pour tout le monde? Ces bordures sont très solides, finies, elles ne s'effilochent pas. On n'a pas besoin de faire d'ourlet. Nous, quand on prend un morceau de tissu, si on veut que le bord soit propre, il faut faire un ourlet. Dans cette haute antiquité, pas besoin de faire d'ourlet. La pièce sort du métier à tisser, toute propre, toute prête à être utilisée. Et même les franges, on en a un témoignage qui date de 4000 ans, donc 2000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez tout ce genre de choses chez vous, je pense. Ça s'appelle un plaid. On a ça soit dans la voiture, soit devant la télé, en fonction des habitudes. Qu'est-ce qu'on a fait avec les franges? On les a attachées, celle du haut avec celle du bas. Et du coup, on a fabriqué un tube. Ce vêtement, on en a trouvé un qui a 4000 ans. C'est ce qu'on appelle une tubulaire. Alors, au niveau du vocabulaire, je suis désolée, ce n'est pas très original. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec une tubulaire? Si je mets un point de fixation ici et un autre de l'autre côté, on a une robe. Une robe dite tubulaire. Alors, je l'ai un peu améliorée, mais c'est ce que je porte moi-même aujourd'hui. Je porte une tubulaire. Alors, je ne vais pas trop toucher parce qu'il y a des micros partout, mais c'est un tube. En fait, j'ai rassemblé une pièce de tissu unique par une couture. Moi, je n'avais pas accès aux franges. Et je porte une tubulaire. Mais comme il y a beaucoup de tissu, je me suis permis de faire un revers avec ce tissu. On appelle ça un diploïdos. Parce qu'en fait, ma pièce d'étoffe est bien plus grande que cette tubulaire-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une pièce d'étoffe? Donc, une tubulaire, c'est ce que je porte. Mais on peut faire aussi des choses qui vont mettre en valeur le corps humain. Alors, avec une seule pièce de tissu, on va, puisqu'on parlait de Jeux olympiques et de sport, on a une série de mosaïques en Sicile qui est particulièrement intéressante, qui est sur le site d'Armerina, où on a des jeunes femmes qui font du sport. Et on voit très bien les sous-vêtements sur ces mosaïques. On a ce qu'on appelle un strophium, ou apodesme, il y a d'autres termes équivalents. En français moderne,
Ça s'appelle bande mammaire. C'est pas très beau, pas très élégant, mais c'est ça. La bande mammaire, c'est-à-dire en fait un soutien-gorge brassière qui enserre la poitrine, qui ne la met pas du tout en valeur, qui enserre la poitrine. Alors le modèle qui est présenté ici est un modèle de luxe parce qu'il porte une petite boucle en bronze. On a une représentation de Diane chasseresse avec un strophium à boucle de bronze. Donc ce strophium tout simple peut être agrémenté de façon un petit peu plus riche. Enfin, Diane, c'est pas n'importe qui non plus. Quant en partie basse, alors là, j'ai simplement mis un pagne, mais ce pagne, on va en faire une culotte. On passe la totalité du tissu entre les jambes et on va passer sous la tache qui est autour de la taille. Et ce qu'on obtient, c'est une culotte à tablier. Alors en latin, on va dire subligaculum. Le subligare, n'est-ce pas, tablier, mais c'est aussi le subligare attaché par en dessous. Donc on a mis en place une culotte. Cette culotte, vous la verrez régulièrement sur les gladiateurs. C'est la culotte de sport par excellence. Mais là encore, on peut se poser une question. Est-ce que tout le monde portait des sous-vêtements, subligaculum et strophium? Pas forcément, et on n'en saura jamais rien. Parce que dans l'Antiquité romaine, on se rapproche de notre sujet quand même, dans l'Antiquité romaine, on procède non pas par inhumation, mais par incinération. C'est-à-dire les corps sont brûlés. Une fois que le corps est brûlé, il n'en reste pas grand-chose. Éventuellement quelques morceaux d'os, quelques bijoux, si tous les bijoux n'avaient pas été enlevés, mais sûrement pas de vêtements. Et lorsqu'on a des représentations, que ce soit des peintures, peintures à fresque, des mosaïques, des peintures sur vase, des sculptures, eh ben on ne peut pas soulever pour voir ce qu'il y a dessous. Donc à partir de là, on ne saura jamais s'il était porté régulièrement des sous-vêtements sous tout ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire les vêtements proprement dits. On sait que ça existait, on ne sait pas si c'était porté tout le temps ou exceptionnellement pour faire du sport. On est dans une dissimulation de la nudité quand même à travers ce vêtement, même si c'est minimaliste. On dissimule la nudité. Tout ça va dépendre du contexte. Lorsqu'on est dans un contexte privé, chez soi, dans sa maison, avec sa famille, avec son petit personnel, ou peut-être lorsqu'on est dans un lieu dédié comme les thermes, peut-être que la nudité ne pose aucun problème. On est encore dans le contexte où le corps est valorisé par rapport à la beauté et à la beauté des dieux. Par contre, lorsqu'on va se trouver sous le regard de l'étranger, lorsqu'on va être dans un contexte public, les choses changent. Vous m'avez vu au départ, je portais un voile. Quand vous êtes arrivés, je l'avais même sur la tête. Non pas pour des raisons religieuses, uniquement pour des raisons de pudeur et de bienséance. On ne montre pas son corps quand on est face à l'étranger. Pour une femme, même pas ses cheveux. Et on a même des représentations où ce n'est même pas les mains. Les mains sont emballées aussi dans le voile. Donc à partir de là, le corps nu, valorisé dans certaines circonstances, habillé dans d'autres, sous le regard de l'étranger, sans aucune raison religieuse. J'insiste bien là-dessus. On met un voile pour une femme, ça n'a rien à voir avec une démarche religieuse. Ce n'est que de la pudeur, de la décence, du savoir-vivre, tout simplement. Vous remarquerez que des choses de ce genre-là ont perduré pendant des millénaires au cours des derniers siècles. Imaginez vos grands-mères, elles ne risquaient pas de sortir sans mettre quelque chose sur la tête, un chapeau, un fichu, etc. Et qu'à la Libération, eh bien, on a tondu des femmes parce qu'elles s'étaient mal comportées. On a fait atteinte à leurs cheveux.
Donc le cheveu a une connotation très particulière. Dans l'Antiquité, une femme ne montre pas ses cheveux en dehors de chez elle. Comment s'habiller? Je vais avoir besoin de vous. Monsieur, s'il vous plaît. Votre carrure fait de vous un ouvrier efficace et je dirais pourquoi pas un dieu. Ah, soyons fous quand même. Bouddha alors. Non, non, même pas. Je prends une pièce d'étoffe. Alors on est toujours dans des formats à peu près standards par rapport au fameux métier à tisser. Vous vous laissez faire tranquillement. Il ne va pas y avoir de blessure, enfin j'espère. Pas grave. Ah bon, je peux? Je suis assuré. D'accord. Une pièce de tissu, un nœud sur une épaule. Hop. On dégage le pectoral. Ah non, mais il faut ce qu'il faut. Par contre, je trouve que c'est un peu flou. On doit pouvoir faire mieux. Une petite ceinture, petit lien de cuir, hein, rien de spécial. Hop, et voilà une tenue d'ouvrier, de travailleur, peut-être d'esclave, mais pas forcément. Le côté, hop, on le ferme simplement par superposition, grâce à la ceinture. Mais c'est là que les choses deviennent magnifiques. C'est la tenue dans laquelle on représente traditionnellement Héphaïstos, le dieu du feu, le dieu de la forge. Hein, merci. Par contre, si on est une femme, ça va peut-être se compliquer un peu quand même, parce que, voilà. Je vous autorise, cher Héphaïstos, à rejoindre votre place. Je vous rappellerai plus tard. Une femme... Bon, je vais peut-être prendre une pièce un peu plus grande. Bon, c'est une femme. Hein. Mademoiselle, ou madame, je ne sais pas. Donc, on va démarrer de la même façon. Hein. C'est le même système. Hop, hop, hop. Un nœud. En regardant tout ça, pensez à ce que vous faites avec vos paréos l'été. Parce que, somme toute, le paréo est une survivance exotique. Alors oui, c'est sympa. C'est très, très sympa. D'ailleurs, si vous allez au musée d'Arles, au musée bleu, vous verrez 2 jeunes femmes représentées en sculpture qui sont exactement dans ce type de vêtements. Enfin, ce sont des danseuses. Alors, est-ce qu'on est dans le domaine privé, est-ce qu'on est dans le domaine public, ou dans un troisième domaine, qui est le domaine du plaisir, du divertissement? Évidemment, une femme honnête, si en plus elle doit se mettre un voile, je pense qu'elle ne se laisse pas avec un sein dénudé. Donc, on va trouver une solution. Tout le monde connaît ça? Pas la peine d'y revenir. La fibule, celle-là, elle est contemporaine. Une aiguille, un ressort, un dos, un sabot, une fibule, tout simplement. Okay. Hop. Et j'en profite pour faire un décolleté. Bah, attends que faire que ce soit sympa. Voilà. Hop. Bah, la robe est quasiment terminée. Alors cette robe porte un nom particulier. Ça s'appelle un péplum, ou péplos en grec. Péplum, vous connaissez le terme puisque bon, vous voyez tous les soirs des films des péplums. Le péplum est un film qui met en scène une pseudo-vérité historique romanisée, je ne sais trop quoi, et qui utilise le terme de péplum parce que, somme toute, quand on a une actrice qui coûte fort cher, autant vaut-il avoir un aperçu sur sa cuisse, avoir éventuellement un aperçu sur sa gorge épanouie. Le péplum, dans les années 50, permettait de contourner la censure. Sous couvert d'historicité, on contournait un peu la censure. Donc, ce péplum, ce n'est qu'une pièce de tissu
mais qui permet de faire une robe qui est tout à fait à l'identique de l'exomide de monsieur, si ce n'est qu'on a pris la précaution de mettre un point fixe sur la deuxième épaule de façon à dissimuler la poitrine. Merci beaucoup. Avec une pièce d'étoffe, on peut faire des choses beaucoup plus importantes. Où on en est On peut avoir une pièce d'étoffe beaucoup plus grande. Alors, ça demande au niveau tissage, ça demande évidemment beaucoup plus de travail, avec une décoration un peu plus importante. Monsieur, est-ce que vous voulez jouer le jeu, s'il vous plaît? Très honoré. Je vous propulse chez les Grecs. Ah ben, parfois... Non, non. Faites face à votre public. Je vais, là encore, utiliser le nœud, tout simplement, pour fixer... Pour qu'une tenue tienne, il faut bien à un moment donné que ce soit attaché quelque part. Sinon, ça dégringole. Donc là, je fais un nœud. Et du coup, j'ai une sorte de pagne. Mais comme mon tissu est beaucoup plus grand, je vais pouvoir utiliser ce pan pour décorer. Ce n'est qu'une pièce de tissu. Alors oui, il y a une petite décoration supplémentaire. Sûrement, monsieur est un peu plus riche que les personnes précédentes. Bon, on se doute bien que plus il y a de décoration, plus on est riche. C'est logique. Représentation classique d'Esculape. Ça le fait? Bon. Ça passera à la postérité, et y compris dans les journaux. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Mais avec une pièce de tissu, vous pouvez vous asseoir, oui. Avec une pièce de tissu, on peut faire tout un tas de choses. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dit paréo, mais ça peut être aussi les saris indiens. Une indienne s'habille avec une pièce de tissu. Elle est immense, d'accord? Encore faut-il savoir le mettre en place, mais ce n'est qu'une pièce de tissu. Le sarong japonais, c'est-à-dire la jupe de repos des Japonais, c'est également une seule pièce de tissu. Tout ce qui est chèche et drapé en Afrique du Nord, Afrique noire, Afrique sahélienne, Afrique noire, tous les pagnes, un morceau de tissu. Le tissu peut être un peu plus épais, parce que ce qu'on a vu là, bon, j'ai utilisé du lin, oui, il faut reconnaître, mais j'ai utilisé aussi du coton, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pour avoir du lin, déjà, il faut payer cher, et c'est du lin de mauvaise qualité. Mais on peut avoir de la laine. Il ne faut pas oublier qu'il y a les moutons, quand même, qui sont là pour fournir de la laine. Donc, je peux faire aussi quelque chose avec de la laine. Et si j'ai une pièce de tissu en laine, du coup, ça devient un manteau, de préférence. C'est un peu plus protecteur du froid. Ce manteau, je vais le plier en 4. Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez venir? Oui. On est 25 ici. Ah, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. C'est comme dans les classes, quand on interroge un élève, en général, il se retourne pour voir si ce n'est pas celui qui est derrière et qui a été interpellé. Voilà. Non, mais je vous ferai pas mal non plus, je vous assure. Aussi, faites-moi mal, Cécile. J'ai déjà 2 candidats, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, c'est une jolie petite laine. Ouais. J'ai plié donc ma pièce d'étoffe en 4. Je prends le milieu du pliage. Je vais utiliser une fibule, bon, un petit peu plus reluisante. Hop. Vous remarquerez que je fais 2 ponts avec ma fibule, ce qui permet de protéger le tissu. Si on ne passe qu'une fois, le tissu se déchire très facilement. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, on en a des traces. On a trouvé des pièces de cuir où on voit nettement les petits trous créés par les fibules qui montrent qu'on faisait plusieurs ponts avec la fibule. Hop. Si vous avez trop chaud, vous pourrez l'enlever. Ça ira, ça ira. Ça ira. Ça ira, c'est 18e siècle, hein. On n'en est pas encore là. Ça ira. Ouais.
c'est pas parce que c'est simple qu'on ne fait pas des trucs. Hein? Petit plissé sur l'épaule, petit col, bras droit dégagé. On a une tenue de voyage, un manteau de voyage qui s'appelle chlamyde. Encore un vêtement d'origine grecque. La chlamyde, donc vêtement, une pièce, mais qui se porte de façon asymétrique avec le triangle pointé au milieu. Une façon assez particulière de porter le drapé. Je vous en prie, vous pouvez aller vous asseoir. Oui, je vous fais confiance jusqu'à tout à l'heure. On peut avoir un manteau un peu plus, voilà, un grand rectangle. Alors, je pourrais le plier en 4 et le faire porter en pointe comme la chlamyde, mais il peut tout simplement se porter. Alors, est-ce qu'il y a un de ces messieurs qui veut bien jouer avec moi? Ce vêtement, je vais Oui. le mettre finalement, alors c'est de la laine, hein, contrairement aux premières pièces. Là, on est dans des choses beaucoup plus chaudes. On est dans les manteaux. Je fais exactement la même chose qu'avec l'exomide. C'est-à-dire un nœud sur l'épaule. Hop. Ça s'est échappé. Et il y en a qui en profitent, bien sûr. Oui. Eh oui. Là. Il faut ce qu'il faut. Hop là. Voilà. Vous remarquez que je libère à chaque fois le bras droit. Dans l'Antiquité, on doit faire certaines choses du bras droit et d'autres du bras gauche. Et ce qu'on doit faire à droite, on le fait à droite. Droitier et gaucher, on n'en tient pas compte. Alors, c'est la même chose que l'exomide, sauf qu'on ne va pas mettre de ceinture, que c'est de la laine, que c'est beaucoup plus chaud. C'est un manteau et ça s'appelle un pallium. Encore un mot d'origine grecque, le pallium. Imaginez les sportifs à Olympie qui démarraient avec s'obligaculum sur les fesses. Parfois, ils n'avaient qu'un suspensoire, mais bon. S'obligaculum sur les fesses et par-dessus, soit chlamyde, soit pallium, pour faire leur rentrée magistrale. Vous remarquez aussi que ce n'est pas blanc. Ça, c'est blanc, malheureusement, ça a été lavé. Il y a eu un problème au lavage. Pas de blanc dans l'Antiquité. On ne sait pas chimiquement obtenir du blanc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on ne peut pas obtenir du blanc. Donc, au mieux, on a la couleur du mouton, à condition que le mouton ait été sélectionné comme étant mouton clair. Parce qu'il y a des moutons noirs, des moutons marrons, des moutons tachetés, etc. Si on sélectionne de la laine claire, on peut obtenir quelque chose comme ça. Mais pas plus blanc que ça. Plus blanc, ça n'existe pas. Sauf dans l'idéal. On imagine que le blanc est la couleur rêvée, la couleur parfaite, la couleur des vestales, etc. Ce blanc n'existe pas en réalité. Je vous en prie, monsieur, vous pouvez récupérer votre place. On en était au manteau. Il y a des bons tisserands qui sont capables de faire des manteaux un peu plus travaillés. Là, oui. Oui, je ne vous présente que des couleurs, à part le blanc. Sinon, tout ce qui est par là, alors là, on est dans quelque chose d'un peu spécial. Sinon, tout ça, c'est tout à fait possible. Cette fois-ci, le tisserand a pris la peine de faire des arrondis. Et du coup, ça donne quelque chose qui permet de se draper. Voilà un mot que je viens d'employer, le draper. Puisqu'on n'a qu'une pièce de tissu simple, on la drape pour en faire un vêtement. Et chaque fois qu'on la drape d'une certaine façon, le vêtement prend un nom particulier. Là, je suis dans une cape. Vous connaissez tous la légende l'histoire de Saint-Martin, qui a partagé son manteau avec un pauvre. Heureusement que c'était des manteaux une pièce. Parce qu'imaginez un manteau avec manches, poches et tout et col, vous pouvez le partager en deux, vous n'aurez jamais deux manteaux. Alors qu'un manteau de ce type-là, ou type pallium, partagé en deux, ça fait deux manteaux. Plus petits, mais ça fait deux manteaux. Jusqu'à maintenant, une pièce. Soyons fous. Complètement fous. Deux pièces. Oh, pardon. Merci.
2 pièces. Alors j'ai mis 2 couleurs différentes pour qu'on visualise bien les 2 pièces. Les 2 pièces sont exactement de la même dimension que le Soubliaculum qui est là. Hein. Donc en fait, il devait y avoir un tissage standard, on va dire, lié au métier à tisser, mais lié aussi à la corpulence humaine, puisqu'avec un seul format de tissu, on peut faire à peu près tous les vêtements. Si je mets une fibule sur chaque épaule, vous avez la robe. Celle-ci a une fente de chaque côté. OK. Ça s'appelle un chiton ou chiton, si on est plus helléniste que moi. Voilà. Donc, 2 pièces, c'est possible aussi. Et comment va-t-on fonctionner après? On va combiner une pièce et les 2 pièces avec quelque chose de plus chez les Romains. Alors, ce n'est pas une invention, c'est plutôt lié à une mode. C'est la couture, puisqu'on sait que la couture existe depuis, en gros, 30 000 ans. On a des aiguilles à coudre. Les Romains vont se mettre à coudre un petit peu, alors que les Grecs, ça ne les intéressait pas vraiment. Les Grecs ne fonctionnaient qu'avec ce type de drapé présenté jusqu'à maintenant. Comment va-t-on, tu veux bien m'aider? Comment va-t-on coudre les pièces? Alors, vous en avez là un exemple. 2 pièces de tissu assemblées au niveau des épaules et au niveau des côtés. Toujours des pièces de tissu à peu près du même format. Qu'est-ce qui reste? Il reste un passage pour les bras et il reste un passage pour la tête. On se rapproche du poncho, si vous voulez, comme type de vêtement. Mais là, pour le coup, il y a un petit peu de couture. C'est ce qu'on appelle le cousu large. Les Romains ne sont pas allés chercher bien loin. Hein. Ils ont adapté le vêtement de façon à ce qu'il soit plus facile à enfiler. Parce que draper, c'est bien gentil, mais chaque fois, c'est à refaire. Et il y a une autre possibilité. Quatre pièces de tissu assemblées. Une devant, qui est un peu plus grande, mais du coup, c'est comme le décolleté de mademoiselle. Devant, on va avoir un système, c'est ce que je porte, c'est ce que tu portes. Toutes les romaines vont avoir ça, qu'on appelle un dégueulé. Un peu plus de tissu devant, mais du coup, ça évite d'avoir à découper ce que vous avez sur vos vêtements actuels. Pour faire une encolure, on découpe l'arrondi de l'encolure. Là, on est simplement dans un peu plus de tissu qui donne la souplesse. 2 petites pièces rajoutées qui font les manches. Et du coup, quand on plie ce truc-là, hop, on obtient quelque chose qui s'appelle une tunique. Et comme c'est très original, ça s'appelle une tunique en T, de la lettre majuscule T. Et comme chacun sait, vous portez des t-shirts. On est dans une démarche du même genre. Ça s'enfile, c'est facile à mettre, c'est pratique, il n'y a rien à draper, il n'y a pas de fibule à mettre. On enfile, on met une ceinture et le vêtement est prêt. Et si on joue sur les drapés et les cousus larges, on va avoir tous les autres vêtements du monde antique. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder comme vêtements du monde antique? Un enfant. Bon, il n'y en a pas, mais on imagine. Petite tunique. Ah, il y a eu une espèce de fente. C'est encore un truc qui s'enfile. C'est d'un seul morceau. Je pense que les dames qui ont fait du tricot savent très bien comment on fait une boutonnière sans avoir besoin de couper la pièce. Le tisserand sait très bien faire une pièce avec une fente. On va enfiler ça. Que va porter le gamin pour courir un peu partout? Il va porter peut-être un tout petit manteau. Forme géométrique simple, couture à minima, et on a déjà des formes complexes en fait. Mais tout ça, au niveau couture, ça demande vraiment pas grand-chose. Ah, ben viens!
Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Attends, tu participes quand même en direct à la présentation de mannequins? C'est la première fois que tu joues les mannequins? Oh, ta maman t'a déjà habitué à ça? Ah, ah. Voilà. Et là, alors là, ça porte un nom adorable. Ça s'appelle un cuculus. Voilà. Donc, elle porte un cuculus. Elle va pouvoir aller se promener s'il fait frais, etc. Ou aller à l'école et recevoir des coups sur les doigts. Parce qu'il y avait beaucoup de pédagogie appliquée en ce temps-là. Ça marche bien à l'école pour toi? Oui. Maman te surveille? Oui. Bon, d'accord. Tu peux aller t'asseoir. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Allez, on va faire une grande dame et un grand monsieur, hein, pour le couple final. Allez, une dame volontaire. Par exemple. Du coup, pyramide sociale. On monte dans l'échelle. Ça veut dire qu'on va monter dans la quantité de tissu, la qualité de tissu, la coloration du tissu. Et il faut bien noter que dans l'Antiquité, quand on a une position sociale, on doit se conformer à l'étiquette de cette position. C'est-à-dire on ne porte pas ce qu'on a envie de porter, on porte ce que l'on doit porter. Allez, il y a quand même beaucoup plus de tissu. Hein. Allez, hop. C'est du vrai rose? Comment il faisait pour faire du vrai rose comme ça? C'est facile. Là, les couleurs qu'on peut obtenir là sont toutes possibles. Là, on serait... de toute façon, à partir de plantes. Hein. Mais ça pourrait être de la vigne sauvage, par exemple, qui donnerait cette coloration. Il y en a d'autres. Si vous êtes intéressé par les couleurs, bon, on peut en reparler après. Il y a des ouvrages sur les teintures et il y a une spécialiste des teintures, mais qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Pardon? J'avais vu l'année dernière. Elle était passionnée par son truc qui va ramasser les plantes et tout. Mais on est tous passionnés, si on ne serait pas là. Il n'y a pas d'autre raison. Alors, vous avez des vêtements de dessous qui rendent la tenue décente. Parce qu'en fait, si vous regardez ma tenue, je porte dessous une tenue de décence et par-dessus une robe tubulaire. La tenue de décence, c'est un peu comme chez les Arlésiennes, hein, ou chez toutes les grand-mères ou arrière-grand-mères, une chemise de corps qui, justement, évite d'avoir des poitrines dénudées ou des cuisses visibles, mais vous avez ce qu'il faut dessous. On aurait pu mettre en dessous ce type de choses. Une tunique en T. Pas d'originalité, hein. Ou c'est tunique colobe ou c'est tunique en T. Il n'y a pas d'autre forme. Si ce n'est que pour les femmes, c'est ce que j'ai là et ce que j'ai vu à plusieurs reprises, au lieu de faire un surjet simple, on engage des perles, des boutons ou des faux boutons, etc., de façon à avoir un élément décoratif sur le bras. Donc, je vous ai mis un péplum, en fait. Ce péplum, on va le maintenir en place par une ceinture. Et finalement, la ceinture est extrêmement importante parce que c'est elle qui va sculpter la silhouette. Vous levez bien les bras. Oui, il ne reste que la toge à faire. Hop, et on va se permettre une fantaisie. Une fantaisie dont on trouve trace surtout en Toscane actuelle, qui était la zone d'expansion d'une culture, les Étrusques. Voilà, hop, on arrange les côtés, hop, 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 on répartit un peu tout ça. Bon, on fait ça rapidement, bien sûr. On n'est pas là pour... Mais bon,
ça donne à peu près une silhouette correcte de matrone. Là, pour le coup, ben, vous allez avoir droit au voile, hein, parce que faut être décente quand même. Déjà que vous avez des cheveux courts. Bon, cheveux longs pour les femmes, attachés, bien sûr. Aucun cheveu lâché dans l'Antiquité romaine, sauf chez les étaïres et les danseuses. Et quand je dis étaïres, c'est les prostituées de luxe, l'équivalent des geishas. Voilà. Alors, le voile, au départ, ça couvre tout comme ça. Ça permet d'accrocher. Il faut en faire quelque chose pour ne pas être empêtré dans son voile. Hop. Voilà, par exemple, une façon de faire. Le nœud est toujours très présent, hein, en fait. Hop. Et puis, on va replier. Voilà. Par contre, le voile va glisser. Ah ben oui. Dans la statuaire, on a des quantités de sculptures de têtes de femmes qui ont été plus ou moins endommagées, mais on voit chaque fois les mains qui sont comme ça. Allez, prenez la position. Elle promenait avec les mains comme ça. Ouais. Voilà. C'était confort. Hein. Oui, mais la matrone ne porte rien, elle n'a pas de sac, etc. Il y a une suivante, une esclave, peu importe, qui va porter toutes ces petites affaires. Elle n'a qu'à s'occuper de sa petite personne. Et du coup, effectivement, et là encore, dans le musée bleu à Arles, on voit énormément de représentations. Le voile a été plus ou moins détruit, mais on voit la position des mains. Donc c'était classique d'avoir ce type de problème de voile qui glisse. Après, on peut toujours l'attacher dans le chignon, bien sûr. Une remarque encore, moi j'ai fait un camailleux de couleurs, parce qu'aujourd'hui on aime bien et que j'aime bien. En fait, dans l'Antiquité, on a plutôt des couleurs qui se heurtent, d'après ce qu'on peut avoir comme information sur les restes colorés, sachant toujours pareil que comme il y a incinération des corps, c'est assez difficile de savoir. Mais on avait des sculptures qui, aujourd'hui, sont blanches. Chaque fois qu'on voit une sculpture en pied, on voit une sculpture blanche, parce que le temps a détruit les couleurs. Au départ, elles étaient peintes. Et il y a des restes de pigments accrochés. On ne les voit pas à l'œil nu, mais des études ont permis de mettre en évidence des pigments sur les statues qui, pour nous, sont toujours blanches et qui ne l'étaient pas du tout au départ. Bon, oui, bah vous allez pouvoir rester là, parce que somme toute... Monsieur, s'il vous plaît. Ah ben, là encore, il ne s'est pas retourné pour voir si c'était quelqu'un derrière. Hein. Non, c'est déjà ça. Ah bon? Vous vous attendiez à être interpellé? Yaou! Alors, là, tout le monde doit pouvoir me dire ce que c'est. Tunique en T. Trop blanche parce que trop lavée. Bah, ça, c'est parce que je travaille trop. Donc, voilà. Allez, vous plongez là-dedans comme dans un t-shirt. Hop. Hop. Ça y est. La tête sort. OK. Un bras de chaque côté. Et là, je vais avoir besoin d'aide. Vous pouvez vous écarter un tout petit peu. Ça y est? Ah, c'est dur de remonter 2000 ans en arrière. Hein? Oui. Alors, il aurait fallu faire passer monsieur par la case 0 vêtements, en lui mettant peut-être un sous-bliga coulou ou pas. Il doit y en avoir une blanche, ce sera plus sympa. Voilà, une petite ceinture. La ceinture permet de régler éventuellement la longueur. Si c'est un peu trop long... Ouais. Non, non, vous ne bougez plus. Vous vous laissez faire. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez... Ah non, j'ai pardon, Héphaïstos. Please. J'ai besoin de... Voilà. Est-ce que vous voulez bien vous mettre au bout du bras de monsieur, vous lui prêtez votre épaule. Toc, voilà.
Parce qu'à partir de là, c'est un peu compliqué. On va lui mettre le plus grand vêtement de l'Antiquité romaine, qui s'appelle une toge. Alors ce mot de toge, on le voit traîner un peu partout, en dehors de sa signification vraie. La toge est le manteau, on va dire, caractéristique du citoyen, aussi important qu'un passeport. Je veux dire, on est citoyen romain, homme, on porte une toge. Il y a quelques femmes qui portent la toge, mais elles sont de très mauvaise vie. Mais bon. Ça te rappelle des souvenirs, Valérie? Hein? Ça, c'est quand j'étais jeune. Eh oui. Eh oui. Oui, vous pouvez vous appuyer. Hein. Oui, Parce que la toge fait quand même 4,5 kg, c'est de la laine, c'est du drap de laine, donc c'est lourd. Et comme j'explique en même temps, c'est long. Allez, on va faire passer tout ça sur l'épaule. Et ça devient de plus en plus lourd. Tu arrives à attraper? Laissez-vous faire. Vous n'aurez pas tous les jours deux personnes qui s'occupent de vous. Hein. oui. Ah. Faut en profiter. Ça vous, ouais. Oui, oui, c'est ça. Laissez. Voilà, on a fait un tour et demi. Et on va faire encore un tour. Hop. Le tout sur le... Bien d'aplomb, bien droit, bien appuyé. Voilà. Si ce n'est pas posé bien perpendiculairement au bras, ben ça ne va pas tenir. Parce que contrairement à tous les vêtements que vous avez vus depuis le début, cette fois-ci, il n'y a pas de nœud de fixation. On est dans un drapé sans point de fixation, comme les nœuds ou les fibules qu'on a vus jusqu'à maintenant. Mais il y a quand même une astuce. C'est que, bon, pour le moment, c'est un peu en vrac, hein, mais ce n'est pas tout à fait fini. On a trop de tissu là sur l'épaule. Et tout ce tissu, on va en faire un grand pli qui va jouer le rôle de fixation. Et du coup, vous allez le sentir normalement. À partir de là, vous avez une bretelle, comme un sac en bandoulière. Ça se sent, et à partir de là, vous n'avez plus besoin d'héphaïstos. Voilà. Donc, c'est déjà mieux. Et du coup, effectivement, bon réflexe. Si jamais ça glisse un peu, on peut rattraper la bretelle. Ça s'appelle le umbo. Comme la partie de protection de la main sur le bouclier. Ça, on va l'arranger. Excusez-moi. Je fais passer le pli. Non, le pli de dessous dessus. Ce qui va donner un système de poche qu'on appelle sinus. Voilà. Et là, je pense que c'est à peu près correct. On a la fameuse toge impériale. La toge républicaine était un peu différente. Et la toge qui sera portée à partir du IIIe siècle, c'est-à-dire au moment où la chrétienté se met en place, elle sera encore différente. Mais bon, c'est un exemple de toge. Très grand vêtement porté. Vous êtes gêné? Non, c'est un peu trop long, donc on peut en mettre un peu plus dans le umbo. Hein. C'est-à-dire Voilà. on peut sortir le bras ou le garder On peut sortir le bras et soyons fous. Hop. Je vais vous remettre quelque chose de très particulier. Hop. Vous tenez ça à la main et vous nous faites un beau discours. Vous connaissez les effets de manche? On élargit le geste par cet objet, qui est une sorte de mouchoir serviette, qui s'appelle une mappa. Et cette mappa, bien sûr, elle sert à la prestance de l'orateur, puisque vous êtes supposé être du coup un orateur, vous êtes un citoyen romain, mais je pense que vous méritez d'être sénateur. Alors pour être sénateur, c'est très simple, c'est comme à l'armée, il suffit d'avoir un galon en plus. Hop, hop. Et ici, on ne les fait même pas payer. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Nous avons donc un sénateur. Hop là. La couleur est importante. La couleur est importante et la largeur est importante. Ah oui, ça change tout, effectivement. Donc notre sénateur pourrait vous offrir
des jeux du cirque, par exemple, ou des combats de gladiateurs. Pour ce faire, il prendrait sur ses deniers personnels. Le peuple était invité à ces jeux. Il prend sur ses deniers personnels, du coup il fait son petit discours, évidemment. Et pour déclarer les jeux ouverts, il laisse tomber la mappa sur le sable, sur l'arène. Voilà. Le geste du lâcher de mappa était le geste de déclenchement de l'ouverture du jeu. Après, il pouvait rentrer chez lui, plus personne ne s'en occupait. Il y avait les jeux et c'était ça qui était le plus important. Voilà. Donc, je demanderai à tous ceux qui ont joué le jeu du mannequinat aujourd'hui de venir nous rejoindre. Nous avons donc Héphaïstos, nous avons un sénateur, nous avons un grand voyageur dans son pallium, nous avons un voyageur aussi qui pourrait être un équestre. L'équestre est un grade politique qui s'accompagne, comme son nom l'indique, souvent d'un cheval. Voilà, une jeune femme qui est attachée à notre maison et qui encore... Ah ben, nous avons notre matrone, bien sûr. Nous avons notre grec avec son imation. J'ai peut-être pas dit le nom tout à l'heure. Ce type de drapé grec est une animation. Moi, je demanderai à celles qui sont habillées de venir nous rejoindre aussi. Allez, hop, courage, on s'y met. Je vous propose là donc une petite fresque à ma façon, même si le terme de fresque n'est pas tout à fait utilisé dans son sens véritable, mais ça vous donne un aperçu de ce que pouvait être la rue il y a 2000 ans. Vous remarquez qu'il n'y a pas de bleu, que s'il y a une couleur dominante, c'est plutôt le rouge, qu'il n'y a pas de blanc, sauf problème homo. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais que vous avez là quand même un exemple de vêtements extrêmement simples finalement, qui n'ont d'intérêt que par la façon dont ils sont mis en place. Et chaque fois, ils portent un nom différent et sont adaptés à une situation. Alors bien sûr, je vous remercie tous d'avoir bien voulu jouer à ce petit jeu-là avec moi. Je vous remercie de votre attention et bonne soirée. Merci beaucoup, Christiane. Merci.